tous et bienvenue sur The First Pitch, l'émission baseball de référence chez TFA. Aujourd'hui, on va parler des playoffs et de la fin des wildcards avec Julien. Salut Julien, comment tu vas? Salut Jérém, ça va et toi? Eh bien, ça va impeccable, ça va plutôt bien. On a eu un dernier match des wildcard series qui s'est joué cette nuit avec on va pas dire une surprise, mais on est content de les voir. Enfin, moi, je suis content de les voir. Et on va directement entrer dans le vif du sujet avec eux. Donc, on va débriefer les Wildcard Series ensemble. Puis, on va discuter un petit peu des prochains matchs Division Series qui vont commencer dès ce samedi. Donc là, cette nuit, on a les New York Mets qui ont gagné le match 3 contre les Brewers. Ce fut un match qui, moi, m'a plu dès le départ parce qu'on a eu un très très beau duel de lanceurs avec José Quintana et Tobias Myers. On a eu du pitching masterclass, je trouve. Et après, dans la suite de la rencontre, ben voilà, il y a les Brewers qui enchaînent avec un back-to-back home run. Et puis derrière, on a ce que le baseball nous fait vibrer le plus, c'est la 9e manche. Et voir si l'équipe adverse qui est menée remonte. Et les Mets, eh ben, ils ont su remonter cette nuit grâce à l'ours polaire, Polar Bear, Pete Alonso. Alors Julien, est-ce que comme moi tu t'es régalé sur on va dire, le pitching au début de cette rencontre avec Quintana et Myers? Ouais. C'était un beau duel. Je dirais que Mayer c'était vraiment un peu au-dessus parce que il a sur le pitching, hein, j'entends, il était vraiment un peu au-dessus. Il a vraiment commencé très fort et je me suis dit que ça allait être très difficile pour les Mets. Il accorde que sur, je crois, sur lancé. 2 hits. Ouais, c'est ça. 2 hits et même après le bullpen, ça a été un match de bullpen derrière parce que le bullpen des Brewers a poursuivi. Je crois qu'il est sorti pour Mears qui rentre derrière. Pour McGill, Nears, Freddy Peralta, Devin Williams et Giros à la fin. Ouais, et Mears et Peralta ils font un super match, quoi. Ils font un super match aussi. Petit plus pour Mears, que j'ai trouvé vraiment dominant sur sa manche. C'était très intéressant. Et côté Mets, la gestion du bullpen, en tout cas là, c'est bravo pour le management parce que il fallait oser faire rentrer plus tôt l'homme à la trompette, Edwin Diaz. C'était un beau coup tenté parce qu'il n'a pas terminé le match alors que d'habitude il termine, et parce que c'est ça qui a fait la victoire sans doute, mais c'était une belle gestion du bullpen en tout cas. Oui, on est sur une très belle partie du pitching, du coaching pitching du côté des Brewers, où on a vu sur les matchs 1 et 2 une consommation phénoménale de releveurs, de la relève, qui a porté ses fruits sur le match 2, clairement avec la victoire des Brewers 5-3. On a l'impression que Diaz, il peut faire un peu le backup en relève. On voit que il n'est pas forcément tout le temps sur du closing. Il fait de la relève. Là, pour le coup, il a eu une bonne réussite. Hein. Il ressort avec une carte de une manche .2 jouée avec 2 buts sur balle et 3 strikeouts. Voilà. Mais il faut revenir sur l'attaque des Mets. On va dire Francisco Lindor, Nimmo, Alonso qui comment dire, est sur sa réputation de frappeur invétéré. Il est sur du cleaning, il est 4e, donc forcément, il a nettoyé les bases hier soir en faisant rentrer 3 points d'un coup, menant 3-2 en 9e manche. Et le reste, c'est, si je ne m'abuse, et je l'avais écrit sur le résumé ce matin, que vous avez pu lire sur le site internet ou sur l'application, Sterling Marte frappe un coup sûr et Winker marque pour faire la victoire 4-2.
On est content. On est content parce qu'on va retrouver les Mets face aux Phillies et qui, si vous vous souvenez, ont été l'affiche des London Series de cette année en juin. Voilà. Un dernier mot, Julien, sur les New York Mets ou sur les Brewers? Si tu avais. Ouais. Sur les Brewers, peut-être. Non, je vais quand même m'attarder sur les Brewers, mais rapidement, parce que malgré la défaite, ils ont montré des choses intéressantes. On se posait la question la semaine dernière dans le podcast quelle allait être leur performance sans Yelich. Et on se posait la question, en tout cas moi je me posais la question, est-ce que Churios allait sortir quelque chose? Et en fait, ce qui sort sur ce match, sur cette série, c'est quand même c'est le premier joueur depuis Babe Ruth qui arrive à faire deux home runs, taper 2 home runs pour égaliser en série éliminatoire. Donc, c'était pas arrivé depuis 1928. C'est un gars qui a 20 ans, que j'ai trouvé en attaque et en défense vraiment très bon. Il vole dans le deuxième match, il vole un home run, je crois, sur Alvarez ou Nimmo, je ne sais plus. Derrière, il fait une erreur de jeunesse, clairement, parce qu'il reste pas concentré et il rate une balle facile qui coûte pas grand-chose finalement sur le deuxième match parce qu'il gagne. Mais il y a des belles perspectives d'avenir sur cette équipe, je pense. Après, à voir comment ils vont gérer l'intersaison, parce que Dames est free agent. Est-ce qu'ils vont le re-signer? Est-ce qu'ils vont se renforcer autrement? En tout cas, belle perspective d'avenir pour les Brewers. Et puis, je vais en venir aux Mets. Et les Mets, c'est une équipe qui me paraît en ce moment et depuis cette année, qui est déjà attachante, je trouve, de par leur vécu, de par tout leur histoire et par ce qui leur est arrivé cette année, avec quelques petits fun facts, Grimace, par exemple, et oh my God de Iglesias. Oui. Et Iglesias, pour moi, c'est l'image un petit peu et le moteur de cette équipe en termes d'énergie et tout ce qu'il a mis. J'en veux pour exemple, c'est son slide sur le premier match pour aller gagner la première base face au lanceur adverse. C'est une action de déclic, outre ce qu'avait fait juste avant en deuxième Jesse Winker, qui a fait des at-bats quand même à montrer dans les écoles, je pense, parce qu'il est patient, il tape ce qu'il faut taper. Vraiment, il y a une énergie, une équipe qui est toujours dos au mur à chaque fois et qui se relève et qui reprend les devants. Et ça, c'est intéressant. Et derrière, comme tu dis, Pete Alonso qu'on attend, et qui tape enfin au moment opportun et qui hier soir a été clutch. Le fameux momentum, ouais, un joueur clutch. Exactement. On va rester en National League. On va partir sur les 3 autres matchs wildcard. Pas de surprise sur ces 3 autres matchs wildcard. Tous balayés. Il y a eu un balayage des équipes. Donc là, on va parler des Braves contre les Padres. Donc les Padres, 2 matchs, 2 victoires. C'est plié. Bravo à eux. Dont un shutout sur le match 1. Avec Tatis qui frappe le premier home run de ses post-season. Et un match 2 qui, on peut dire, classique, ils ont quand même envoyé dans les cordes. Ça a été quand même assez chaud, parce que les Padres gagnent 5-4. On voit que les Padres ont été sous le radar un petit peu pendant la saison, et on voit que là, ils commencent à émerger un petit peu sur cette post-season, ce qui est normal. Gros morceau pour eux, ils ont les Dodgers quand même qui arrivent en Division Series, et ça c'est un classique West Coast, on va dire. Mais là on va s'attarder sur le match contre les Braves. Décevant, Braves décevant. On pensait qu'on allait avoir peut-être cette petite étincelle qui ferait qu'une flamme naîtrait chez les Géorgiens, mais non. Trop de blessures, trop de joueurs clés qui manquent à l'appel.
Donc forcément, on n'est pas sur du 100% dans le match. Qu'est-ce que toi, Julien, est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait que les Braves, il manquait des joueurs clés pour pouvoir aller plus loin? Ouais, si, en partie. En effet, sans Acuna Junior, tout de suite, on enlève quand même un élément majeur déjà de la MLB en soi, parce que c'est une star de ce sport, et c'est pas pour rien, parce que c'est l'un des meilleurs joueurs offensifs et défensifs. L'équipe, après Chris Sale, pas au top. Je sais pas que je m'attendais. Moi, je pense qu'ils ont été... ils sont arrivés au max de ce qu'ils pouvaient de par la saison. Finir comme ça, de manière si juste pour les playoffs, avec une remontée dans les dernières journées, au dernier match, c'est compliqué. Ils sont arrivés, je pense, un peu à bout de souffle. Et puis, ils sont tombés sur... on en parlait dans le podcast en début de semaine, sur un peu l'épouvantail de cette NL. C'est ça. Alors oui, ils sont sur les radars, mais je pense que tout le monde a été un peu éclipsé, toutes les équipes ont été un peu éclipsées des projecteurs, on en reparlera après, mais du show Ohtani, ça a été une fin de saison de record, et je pense que la lumière est tombée sur toute la MLB, sur les Dodgers. Et du coup, on n'a pas beaucoup parlé des Padres, mais ils m'ont paru jamais inquiétés. Même quand le deuxième match où on se dit, je crois que c'est Ozuna et Harris qui tapent bien. Alors, Alba était complètement... c'est pas son meilleur match, le deuxième match. Mais on voit que l'équipe est sûre de ses forces. Le Petco Park qui juste a poussé comme jamais. L'ambiance était géniale. Tout à fait. Ce que les joueurs ont souligné en plus. Voilà, je pensais que ça allait être compliqué parce qu'il y avait des joueurs dans la rotation qui étaient peut-être un peu en dessous, mais vraiment légers. Et non, ils ont tenu cette place de favori du début à la fin, et je les ai pas sentis inquiétés, ces Padres. Et ces Braves, comme tu dis, ouais, je pense qu'avec un effectif complet, mais bon. C'est pas la même limonade, je pense. Ouais. Oui, et puis c'est pas la même limonade, surtout si la saison avait été aussi différente pour eux. Ouais. Je pense que s'ils avaient assuré un peu plus, en tout cas maintenu cette avance qu'ils avaient et en début de saison et pas plongé comme ils l'ont fait, ça aurait été peut-être plus simple. Mais là, je pense les joueurs sont arrivés sur les rotules en play-off. Et du coup, c'est compliqué. Tu peux perdre de l'influx nerveux, mais là, ils ont perdu de l'influx nerveux et de la fraîcheur physique. Ce qu'on peut souligner, ce qui est même... je me posais la question ce matin en termes de play-off, et ça, peut-être que ça sera l'objet d'un article ou d'une réflexion qu'on aurait là sur un débat. Les Padres, ils ont gagné chez eux. D'accord ? Dans un Petco Park, on a l'habitude de voir en play-off ou même en saison régulière assez vivant. Mais les autres rencontres, ils ont tous perdu chez eux. Tous perdus. Les Royals, ils ont perdu chez eux. On a les Brewers qui ont perdu chez eux. D'accord ? Et on a... Alors, attendez, le dernier match, excuse-moi, je me remémore. Contre les Tigers. C'est Houston qui perd ils ont perdu Houston, voilà, en American League. Incroyable. L'avantage du match à domicile, pour moi, maintenant, en playoff MLB, c'est pas quelque chose qui fait que l'équipe gagnera dans les derniers instants. Voilà. C'était quelque chose à mettre dans notre coin de notre tête, ou ça fera l'objet peut-être d'un débat un autre jour ou sur un article. Voilà. Mais gardez ça dans un coin de la tête. On va partir en American League et on va aller voir les Orioles contre
Les Orioles contre, pardon. Les Royals. Voilà. Bon, pas l'affiche, comme vous avez dit dans un podcast, la plus alléchante. Ça s'est toujours terminé sur des petits scores. Un run d'écart maximum. Donc le match 1, il est sur du 1-0. Et le match 2, il est sur du 2-1 pour les Royals. Voilà. Donc on est sur quelque chose de petit. Moi, je m'attendais quand même à une puissance de frappe de la part des deux équipes, quand même, parce qu'on a quand même des sacrés frappeurs des deux côtés. Un peu mieux pour eux, mais finalement, ça a été. Bon, alors moi, personnellement, j'ai pas regardé ces rencontres-là, donc le résumé m'a suffi. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de conclusion? C'est que les Orioles, ils ont eu du mal quand même face à des Royals. Surprenant parce que sur l'American League Central, qui est une division, on va dire, les plus faibles de la MLB, ils sont sortis vainqueurs et ils vont aller rencontrer les géants new-yorkais Yankees. Donc là maintenant, est-ce que les Royals vont pouvoir faire parler la poudre avec Pasquantino, avec Bobby Witt Jr. et d'autres joueurs? Voilà, parce que l'équipe des Royals est quand même construite autour de Bobby Witt Jr. qui a eu un méga gros contrat de 11 années et plus de 280 millions de dollars. Donc là maintenant, il faut un peu sortir son jeu, et il a commencé un petit peu à le sortir pendant la saison, et là il faut qu'il fasse une consécration en Division Series, je pense. Ouais. Est-ce que pour toi les Royals, là, ils t'ont montré quelque chose de dynamique ou une promesse pour la suite qui risque de monter crescendo au niveau puissance, que ce soit du pitching ou du batting pour toi, sur ce que tu as pu voir? Déjà, moi, j'y croyais vraiment. Je pensais que pour moi, les Orioles étaient favoris dans cette série. Je ne croyais pas du tout au pitching des Royals. Tu m'as fait dire des bêtises, finalement, parce que Ragan, ça fait un match, premier match, un match extraordinaire, vraiment. Et derrière, Seth Lugo a fait parler toute son expérience, même si il s'est quand même, c'était chaud pour lui parce que je crois qu'il concède 5 hits et il doit faire et 1 point. Il lance, je crois, 6 strikeouts. Ils m'ont surpris sur ce pitching. Ils ont été, on parlait de ça, mais étaient clutch quand il fallait finalement, parce qu'ils ont profité des petites erreurs des Orioles pour scorer. Tout à fait. Et ça a quand même ça a été nécessaire. Après, je pense que les Orioles, j'ai été très déçu de leur performance, et c'est pas leur premier playoff, donc tu peux pas non plus dire c'est une erreur de jeunesse, etc., parce que l'équipe est très jeune. Mais je les ai pas, malgré quelques bonnes actions par-ci par-là, ça n'a pas suffi pour remporter ces matchs. Et les Royals ont fait du beau jeu. Du beau jeu, en tout cas du jeu productif, efficace. Voilà, c'est ça. Mais c'était efficace qui fait gagner. C'était alors quand on est supporter ou fan soit des Orioles, soit des Royals, c'était des matchs à suspense finalement. Mais après c'était pas les matchs, c'était pas la série de la série de la semaine. Oui, c'était pas la série qu'il fallait suivre. Toutes les séries sont à suivre, mais celle-là, c'est vrai qu'en termes de lanceurs, peut-être d'enjeux, moins intéressantes que les autres. Surtout qu'on va finir avec la dernière affiche qu'on a eue sur ces Wildcard Series. Ce sont les Tigers contre les Houston Astros, et ils ont fait tomber le champion de l'American League West. Ce fut pour moi un coup de tonnerre dans le Texas, puisque j'ai jamais vu une équipe autant muette à la frappe, alors qu'ils ont des frappeurs
qui sont taillés pour la post-season. Pour moi, ça a été... moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir Houston muet comme ça, sachant qu'ils n'ont pas frappé un home run chez eux dans les 2 matchs de wildcard. Donc, on parlait d'une dynastie des Astros. On se disait, voilà, eux, ils vont être bien partis pour aller en Division Series, voire même en Championship Series. Mais ils sont tombés sur des Tigers qui ont eu faim. Ils ont eu faim parce que AJ Hinch a fait un management, on va dire. Il a construit depuis quelques saisons. L'année dernière, ils sont tombés sur des Tigers à 106 défaites. Et là, on est sur des Tigers en Division Series. Donc, le step est énorme sur le papier. Et de ce que vous avez pu lire sur la preview de l'American League, les Detroit Tigers sont extrêmement forts en pitching, avec en ace et fer de lance Tarik Skubal. On l'a vu sur ses premières parties. Le reste, on voit que quand même l'attaque, et comme vous l'avez mentionné, j'ai très bien aimé votre passage sur les Tigers, les gars, sur le podcast, et ça s'est vu sur le match contre les Astros. Les Tigers, quand ils frappent, ils cherchent à aller frapper là où ça peut embêter les Astros, c'est-à-dire même n'importe quel type de joueur de baseball en outfield, les coins. Tout ça pour aller chercher la 3e base ou la 2e base. Et ça s'est vu dans ce match-là. Voilà. Alors chapeau à vous les gars sur la prédiction, franchement c'était plaisant à regarder et à vérifier. Est-ce que comme moi, t'es choqué sur le fait que les Astros n'aient pas plus accroché un match 3? Oui et non. Ouais. Oui, je te dirais oui parce que pour moi, comme tu l'as dit, c'était le line-up est fait pour la post-season. Ils ont depuis des années, ils montrent pas mal de choses. En effet, comme tu le dis, on pouvait parler de dynastie. Donc on pouvait s'attendre à mieux. Maintenant, les Tigers, la saison qu'ils ont montrée, et c'était, je vais pas dire pas prédictible, mais c'est pas une surprise. Une surprise sur le papier, certes, mais si tu regardes un peu ce qu'ont fait les Tigers depuis ce mois d'août, c'est pas tellement une surprise. Et j'ai bien aimé ce match. J'ai vraiment bien aimé ce match parce qu'on a vraiment eu ce duel. Ce qu'on aime dans le baseball au final, c'est ce duel lanceur-frappeur. Voilà, qui a été. C'était des matchs en plus qui se sont finis sur des 9e manches vraiment au top. Skubal a fait ce qu'il fallait faire sur le premier match. Le deuxième match, les observateurs pouvaient se poser plein de questions sur le pitching, en tout cas la starting rotation. Est-ce que derrière Skubal, qu'est-ce qu'on a même Hinch l'avait laissé entendre en interview, je ne sais plus ses mots, mais je pense qu'il l'avait dit après Skubal, on verra. Et il a fait de la rotation, il a géré sa rotation magnifiquement bien sur le deuxième match. Oui. Ce qui a fait que les Tigers ont encore contrôlé l'attaque Astros. Et voilà, c'était franchement, c'était une super série. Malgré tout ce qu'on peut dire, les Astros, les joueurs des Astros, en tout cas, Altuve est passé à travers. J'ai trouvé sur ça, mais des mecs comme Bregman, Diaz et Alvarez sont un peu sortis du lot dans cette. Et Peña et Jérémy Peña sont sortis un petit peu du lot, mais c'était pas suffisant pour gagner pour gagner cette série. Et je dirais pas dire si ça m'a paru la fin d'une ère ou d'une époque, mais il va falloir se poser des questions. Les Astros, on sait que Alex Bregman est free agent à la fin de saison.
Verlander veut continuer, mais son corps, est-ce que ça lui permet de continuer? C'est des questions à se poser pour les Astros, et je pense que l'intersaison va être un peu compliquée pour eux. Il va falloir bien gérer. Et puis pour revenir sur les Tigers, ouais, c'est ce qu'on avait dit sur le podcast. En attaque, c'est du petit jeu, faut pas s'attendre à des gros trucs. Même s'ils m'ont fait mentir, ils ont tapé un home run, je crois, dans le deuxième match. Meadows. C'est Meadows, ouais. Mais sinon, sur le premier match, ils ont placé les frappes qu'il fallait aux endroits qu'il fallait. Ils ont vraiment cherché le center field, tapé entre le shortstop et le second base pour aller mettre 3 coups d'affilée là et remplir les bases et derrière faire rentrer les gens. Et puis surtout, on voit qu'ils sont très agressifs sur les bases. En tout cas, dès qu'ils sont en position de marquer, ils prennent le risque de rentrer soit au marbre, soit aller sur la 3e. Et c'est ça qui leur permet de marquer. C'était vraiment une série qui était vraiment très intéressante pour les connaisseurs de baseball en termes de coaching, en termes de, vous voyez, rien que sur le deuxième match, le pitching des Tigers, chaque lanceur fait une manche ou une manche point 2. Et il y en a 7 qui sont relais pour une victoire, alors que le pitching classique des Astros, c'est-à-dire un starter qui lance 5 manches et demie, 2 releveurs et Josh Hader qui vient finir malheureusement, qui vient sécuriser ou éviter l'hémorragie sur ce match-là. Mais trop tard parce que les Tigers ont été trop bons dans le petit jeu, comme tu l'as dit, et bravo à eux. Bravo à eux, parce que moi je peux dire que j'ai 2 chouchous à suivre en fait. En American League, ça sera les Tigers que je vais suivre, et en National League, les Mets. Pour moi, c'est 2 équipes que je vais prendre plaisir à suivre sur la suite de la compétition. Est-ce que toi, tu as 2 favoris dans chaque ligue, Julien? Alors moi, j'étais parti sur un pronostic Tigers Phillies, avant qu'on sache qui allait en playoff entre les Mets et les Braves et les Diamondbacks. Écoute, de ce que j'ai vu, je suis à peu près comme toi. Ouais, alors même si mon équipe, on en reviendra parce que c'est le prochain match, mon équipe reste les Guardians, et que Détroit est un rival. Ouais, de manière hyper objective, ça me ferait plaisir de voir les Tigers. Je pense, et je resterai de toute façon sur ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que ils ont largement le potentiel pour aller en World Series. Le but était de passer les Astros, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Et de l'autre côté, j'en ai parlé tout à l'heure quand on venait sur le match Mets-Brewers. Les Mets, c'est une équipe que j'ai aimé, j'ai aimé suivre, j'ai aimé leur parcours, j'ai aimé leur histoire de cette année, j'aime l'énergie qu'ils dégagent, et ouais, ce sera aussi mon chouchou côté NL, même si j'adore aussi les Padres, mais ouais, je ne serais pas déçu si j'avais une World Series Tigers-Mets. Ça me serait un petit poussé, ce serait génial. Ouais, ça serait génial. Et puis, c'est 2 équipes qui ont, si tu veux, tout ce côté que les Américains adorent, c'est-à-dire il y a ce côté Cendrillon chez les Tigers. Les Américains adorent ces genres d'histoires du petit poussé, qui s'appelle des trucs Cendrillon. Et les Mets ont tout de l'underdog que tout le monde voit pas. Et je pense que les Mets s'en servent aussi, parce que tu vois bien que cette équipe, c'est un peu nous contre le reste du monde, et personne n'y croit, mais nous on y croit. Et tu vois, c'est 2 histoires comme ça que je pense que les fans et aux États-Unis, et même nous qui sommes en tout cas, je pense, fans de sport US, on a cette passion. Cette passion, et c'est des histoires qui nous plaisent, quoi. Tout à fait. C'est des trucs qui sont plaisants. Et donc voilà, comme toi, ce sera mes 2 chouchous. Ok, on va partir sur les affiches des Division Series qui commencent dès samedi
19h heure française, avec Detroit Tigers contre les Cleveland. Donc, voilà, hein, Cleveland, les Yankees, les Phillies et les Dodgers, ils ont eu une bye week pour aller affronter. Donc, ils vont affronter Detroit pour Cleveland. Les Mets affrontent à 22h samedi les Phillies. Et dans la nuit de samedi à dimanche, les Yankees contre Kansas City. Et alors, oui, donc ça, c'est l'horaire qui est la côte ouest. Hein. Malheureusement, c'est à partir de, si je rajoute 6h, 2h30 du matin, les Padres contre les Dodgers. Voilà le Game 1 des Division Series. On va rester sur l'American League Division Series avec ce match numéro 1. Donc, on reste avec les Tigers qui affronteront les Cleveland Guardians. De ce que je vois chez les Guardians, c'est Bibi qui va commencer en probable lanceur partant du match 1. Mais comme les Tigers ont joué un petit peu tard la Wildcard Series, pour l'instant, ce n'est pas encore décidé. Donc, Tarik Skubal, comme on avait mentionné son nom avant le podcast, ça risque d'être un peu short pour qu'il joue le Game 1. Il jouera certainement le Game 2. Donc là, on a AJ Hinch peut-être qui commence à se gratter la tête pour savoir est-ce qu'il va partir sur un coaching comme le Game 2 des Wildcard Series contre les Brewers, c'est-à-dire une manche chacune avec des lanceurs de relève qui font un peu office de partant, ou alors un coaching pitching classique avec un partant qui a un peu moins de classe, donc numéro 3, peut-être numéro 4, et après partir chez les releveurs. Ça, on verra sur l'ensemble du match. On va s'attarder un peu plus sur les Guardians. Donc je sais que Julien est fan numéro 1 de Cleveland, de l'Ohio. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les Guardians? Est-ce que pour toi, tu crois que la bye week qu'ils ont eue a été bénéfique? Est-ce qu'il n'y a pas eu, on va dire, un petit relâchement physique, mental? Qu'est-ce que tu en penses de leur état d'esprit peut-être avant d'aborder ces Division Series Game 1? Je pense que surtout le but pour eux, c'était de se reposer. Sachant que c'est l'équipe, ils ont fait que 161 matchs, hein, vu que leur dernier match a été annulé pour cause de pluie. Je pense qu'ils ont eu le temps surtout de soigner les petits bobos qu'ils avaient et ça a pu faire du bien. Je pense à Steven Kwan qui est revenu de blessure là en fin de saison, qui a montré de bonnes choses et on a vu aussi que son absence, elle se faisait sentir, elle s'est fait sentir. Clairement au cours de la saison. Ça a permis aux des joueurs qui ont quand même joué pas mal de matchs comme José Ramirez. J'en parlais tout à l'heure, la lumière qui est allée sur Ohtani, mais c'est un joueur, il ne faut pas l'oublier, qui est aux portes du 40-40, 39-40. Bon, ça leur a permis, je pense, de se reposer. Ils ont pu aussi faire des petits matchs internes où Alex Cobb a pu lancer quelques balles, mais il sera trop juste en tout cas pour cette série-là. Et je pense que ça fait du bien de le garder au chaud. Tu vas arriver froid, je pense, pour eux, ils vont arriver froid en termes de pression mentale. En tout cas, ils risquent d'avoir ce temps un petit peu d'adaptation. C'est-à-dire, c'est soit ils rentrent tout de suite dans le match déterminés, parce qu'il ne faudra pas attendre. Je pense que les Tigers, eux, ils sont en mode, ils partent à la guerre et ils sont encore dedans. Et clairement, ils vont arriver, ils vont arriver tout de suite en étant tout de suite dans le bain. Ils vont voir les crocs. Ils vont voir les crocs, hein, les Tigers. Ouais. Et ça, c'est peut-être là où ça peut se jouer. Si les Guardians rentrent dans le match tout de suite déterminés aussi, et parce que ils ont aussi quelque chose à faire. Hein. Je pense que l'équipe, la performance qu'ils ont fait cette saison, l'équipe, comment elle est construite, c'est un bon groupe aussi, parce qu'on sent que le groupe est très soudé, qu'il y a vraiment une atmosphère dans cette équipe, il n'y a pas de problème de vestiaire, il n'y a pas de...
Enfin voilà, on a l'impression de voir une bande de copains jouer et c'est plutôt agréable. Et surtout, il y a une profondeur qui est bien gérée par Voigt et c'est intéressant. Maintenant, si c'est Tanner Bibi qui commence, c'est pas mal, sachant que derrière, on a encore on a un bullpen sur lequel on peut compter. Et là, ça va être un match aussi bien que les Astros contre les Tigers. C'était un duel frappeur-lanceur. Là, on va avoir un duel de lanceurs, des matchs de bullpen. Et si je dois dire, allez, avantage Guardians au niveau de l'attaque, mais on l'a vu sur la série précédente, les Tigers ont toutes leurs chances et à mon avis vont poser de gros problèmes. Et c'est fort probable que ça aille en 5 matchs. Les Tigers qui jouent encore à l'extérieur. Donc pour eux c'est dur. Hein. Tu fais 2 matchs déjà, tu te tapes 2 matchs au Minute Maid à Houston, chez les champions, tu gagnes. Donc là, je pense que ton niveau de confiance, ton niveau d'excitation pour aller taper le prochain, il est au plus haut. Et là, tu vas dans l'Ohio, encore à l'extérieur, jouer les Guardians. Je pense que là, les Tigers peut-être ont une carte à jouer sur ça. Donc attention aux Guardians, ça ne se peut pas laisser surprendre par les petits tigres. Sur ça, ça va être beau à voir. Je pense que c'est un match qui va être sympa à voir. Ouais. On va enchaîner sur l'autre rencontre. Donc les Royals contre les Yankees. Voilà, les Yankees, les Yankees sont là. Les Yankees sont en Division Series. On va avoir un duel Michael Wacha contre Gerrit Cole. Lace, qui est revenu il n'y a pas longtemps de blessure. Gerrit Cole. Est-ce que tu crois que Gerrit Cole va pouvoir mener son équipe des Bronx Bombers au sommet ou dans une équipe des Yankees de classe post-season, c'est-à-dire que avec Aaron Judge quand même qui est assez en forme, Juan Soto aussi, on a quand même quelques blessures, là je regarde, qui sont un peu déstabilisantes. Neston Cortés qui va revenir apparemment le 14 octobre comme Anthony Rizzo. Et DJ LeMahieu le 5 octobre. Peut-être que lui pourra revenir pour la 3e base. Est-ce qu'il va y avoir une confrontation avec lui et Chase Chislom, qui lui a de nouveau un nouveau poste sur la 3e base et pourrait peut-être faire ses preuves sur cette Division Series. Plein de nouveautés chez les Yankees pour moi qui font que est-ce que ça va marcher, est-ce que la mayonnaise va prendre face à des Royals qui vont maintenant, j'espère, pouvoir faire parler leurs frappeurs. Ça va être... les Yankees peuvent se faire surprendre, je pense. Je pense qu'ils peuvent se faire surprendre. Maintenant, je ne les vois quand même pas se faire surprendre. C'est un compresseur new-yorkais, quoi, pour toi. C'est pas un rouleau compresseur, mais en effet, avec tous ces retours, il peut y avoir des choses qui peuvent être intéressantes. Je pense pas qu'on les aura tout de suite, mais DJ LeMahieu, je pense qu'il va être un peu juste, mais c'est possible qu'il rentre en cours de match. Chisholm, ce serait complètement stupide de la part de Boone de le faire sortir. Oui. Par contre, faire sauter Volpi, ça peut être intéressant. Après, tout dépend de DJ LeMahieu. Hein. C'est un super joueur. En tout cas, voilà, il est certes vieillissant, mais sa carrière montre que je pense que c'est un joueur sur lequel on peut compter. Mais ça fait un moment, tout à fait. Ça fait un moment qu'il n'a pas été présent. Ça peut changer la donne, en effet. Mais après, c'est une équipe qui repose sur 2 joueurs, Soto et Judge. Derrière, je redis encore ce que j'ai dit la semaine dernière, en début de semaine, c'est que derrière, il y a Gleyber Torres. Et puis après, c'est un peu le néant, quoi. Il n'y a plus personne. Chisholm, pardon, aussi, derrière. Juste derrière. Ouais, quand même. Mais c'est pas du... Ouais, mais je veux dire, après ces 3-là, 4, on va dire, derrière, et sachant que Chisholm et Gleyber Torres, c'est vraiment... c'est un step vraiment en dessous des 2 autres. Et derrière, c'est encore un step en dessous des 2 autres, de Chisholm et de Gleyber Torres, c'est encore en dessous.
Ouais. Ça fait pas beaucoup, en fait, c'est ça. Et on va bien voir, de toute façon, ils vont passer au révélateur, je pense. Là, les Yankees, c'est qu'ils risquent d'avoir un match très difficile si, quand Ragans va pouvoir relancer, s'il refait une performance comme il a fait là contre les Orioles, c'est-à-dire sans doute en match 2 ou en match 3, on va tout de suite ça va vite relever les interrogations. Ça ne lèvera pas les interrogations sans doute sur la série, parce que clairement, je ne vois pas les Yankees ne pas passer. Mais par contre, on va avoir des indications intéressantes sur la capacité d'aller au bout ou pas. Derrière, le pitching, Cole, c'est l'arbre qui cache la forêt et l'arbre, il n'est pas en forme. Il est revenu, il a fait des bons matchs, il en a fait aussi des complètement moins bons. Comment il va être Est-ce qu'il manque de match? Est-ce qu'il manque de régularité? Est-ce que voilà, après, en effet, c'est des équipes qui sont habituées à la post-season, peut-être qu'ils savent passer sur un mode post-season, mais voilà, c'est pas un mode post-season, tu passes pas dessus en appuyant sur un bouton. Ouais. Ça. C'est quelque chose que tu dois avoir déjà sur la fin de saison et je les ai pas sentis prêts. En tout cas, après, peut-être que comme pour les Royals, je me suis trompé la semaine dernière. Je peux peut-être me tromper, mais je les vois pas. Je les vois pas passer plus loin que cette série là qui les attend contre les Royals. D'accord. Ouais, ça va être un petit peu indécis comme série sur cette American League. On va passer en National League avec la dernière affiche des London Series en juin dernier. Mets contre Phillies. Donc, c'était pas vraiment des plus belles à regarder au mois de juin. Mais parce que d'un côté, on avait les Mets qui n'étaient pas forcément dans la meilleure des formes. Et les Phillies non plus, donc c'était pas des matchs qui étaient, on va dire, intéressants à voir. Enfin, pour moi personnellement. Là maintenant, on a les Phillies qui sont toujours là, au rendez-vous en post-season. Les hommes de Bryce Harper sont présents, ils vont être là. Ça va être dur de jouer chez eux, comme d'habitude, ils ont un public de folie lors des post-season. Contre nos petits Mets favoris, enfin chouchou pour nous, pardon, qui vont pouvoir aussi montrer les muscles. Hein. Donc on va s'attarder un petit peu sur les Phillies, où c'est Zach Wheeler qui va commencer probablement comme partant samedi, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Contre, pour l'instant, pas encore décidé sur ça, chez les Mets. Donc ils sont en train de voir pour ça. Donc la superstar, pour moi c'est Zach Wheeler qui a un bel avantage là sur ce match-là. Ensuite derrière, à la batte, les grands noms, hein. Bryce Harper, Kyle Schwarber, Trea Turner, Brandon Marsh et plein d'autres. Eux, ils sont vraiment une équipe qui pourrait encore, malheureusement, peut-être balayer les Mets, quoi. On ne sait pas, parce que là, franchement, ce qu'ils ont fait sur cette saison-là, c'est vraiment très costaud. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un petit espoir d'avoir peut-être une bataille, d'avoir un Game 5, on va dire, sur cette série, Julien? Ouais. Déjà, parce que la saison, les Mets, ça a été un peu la bête noire des Phillies. Les Phillies. Ouais. Il me semble que les Phillies, si je dis pas de bêtises, ont dû gagner 3 matchs seulement contre eux. Je vais te ressortir ça. Je ne sais plus, mais tu il peux me semble continuer, que c'est ça. Je vais chercher pendant que tu... Pour revenir sur les London Series aussi, moi je pense que ça a été un point déterminant parce que les Phillies étaient en pleine bourre. Les Mets au fond du trou. Moi, quand j'ai vu la série, je me suis dit ça va être plié. Voilà, les Phillies vont les écraser. Voilà, et premier match, ça s'est plus ou moins confirmé. Et puis deuxième match, les Mets gagnent. Et puis à partir de là, les Mets ont commencé à avoir
avoir un peu plus de victoires. Et c'était pas mal. Mais non, mais ça a recommencé. Et je crois que c'est ça. En vrai, je crois qu'il n'y a que 3 victoires pour 6 défaites des Phillies contre les Mets. Je regarde un peu la confrontation 2024. En fait, c'est un peu à toi, à moi, en fait, dans les séries. Et un coup, je gagne au niveau des Mets, un coup, les Phillies, le lendemain, gagnent. En fait, c'est ça. Je suis la souris. À part sur les 2 dernières rencontres où les Mets gagnent, le 21 et le 22 septembre, et les Phillies, par contre, le 20. Non, là, sur cette série-là, pardon, il y a 3 matchs pour les Mets et un match pour les Phillies. Mais après, sur les autres rencontres avant, bah, c'était un coup l'un, un coup l'autre, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, je vérifie, ouais. Et puis avec des gros scores parfois. Non, je pense que ça peut être... c'est pour moi l'affiche dans la NL qui peut être la plus intéressante en termes de spectacle, on va dire, en tout cas d'intensité. J'entends par là, déjà comme tu l'as dit, les Phillies dans leur stade, ça va être monstrueux, et les Mets aussi, ça va être quelque chose. Si je dis pas de bêtises, de toute façon, le format c'est 2 matchs. 2 matchs à la maison, 2 matchs chez les Mets, chez les Phillies, 2 matchs chez les Mets et le dernier chez les Phillies. Chez les Phillies, c'est ça. Donc, je pense qu'ils peuvent aller chercher. Ils peuvent aller chercher. Les Mets sont capables d'aller chercher 1 ou 2 matchs au Citizen Park. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ils pourront aller en chercher 2 sans doute au Citi Field, mais c'est 2 ambiances qui sont assez folles. C'est 2 équipes qui ont de l'énergie. Et puis ces 2 équipes, c'est pas, je veux dire, les joueurs, c'est pas les plus finaux du monde et sur un terrain, et ça nous promet aussi des belles confrontations parce que on a des joueurs de caractère, on va dire, des 2 côtés. Carrément. Et je pense que rien que ça va être bon. J'ai hâte de voir la confrontation l'ours polaire contre Bryce Harper, quoi. Ouais, ou Jesse Winker qui va chauffer un petit peu tout ça. Ça peut se terminer en bagarre pour toi, tu crois, là? Non, j'irai pas jusque là parce que peut-être, ça va être, à mon avis, ça risque d'être très tendu de par l'atmosphère. Tu l'as dit, que ce soit au Citizen Park ou celle qu'il va avoir au Citi Field, ces 2 stades qui sont, je trouve, très beaux, des ambiances folles et des équipes, qui sont bien chaudes. Mais je pense que les Mets, je pense, auront l'intelligence de pas aller rentrer dans ce jeu-là, parce que je pense que les Phillies eux, par contre, je pense, sont très chauds. Et on voit à l'image d'un Bryce Harper qui est capable de tout jeter pour charger un monticule alors qu'il est même pas au marbre. Donc, tu te dis que c'est compliqué, mais je pense qu'après, les équipes sont quand même assez intelligentes, mais ça va être une guerre, une guerre, ça va physique et mentale. C'est très bien que pour les Phillies que Wheelers commence, parce que pour moi c'est vraiment je pense le meilleur lanceur actuel pour les Phillies. Faut pas, je dénigre pas Aaron Nola, mais je pense qu'aujourd'hui sur cette saison, Zach Wheeler mérite. Zach Wheeler pour moi est bien au-dessus. Ouais, tout à fait. Je te rejoins sur ça. Maintenant, les Mets, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont une énergie, ils ont un truc, et une fois que ça se déclenche et que ça se met en route, tu as cette impression que dès qu'ils sont menés, dès qu'ils sont dos au mur, ils se relèvent et ils sont capables d'aller poser des problèmes aux Phillies. Mais ça va être une série très intéressante sur le point de vue, ce que je te dis, atmosphère, tension, un peu la bagarre. Au sens propre comme au figuré d'ailleurs, je pense. Mais ce serait marrant de voir les bancs se vider. Oui, c'est vrai.
C'est vrai que là, ça nous promet une belle bataille sur ces équipes-là. On va finir avec la dernière rencontre des Division Series. Sur le gâteau, on est sur la côte ouest, c'est le soleil, il fait encore bon et chaud. Et on va parler forcément des Dodgers contre les Padres. Donc les Padres, on en a déjà discuté un petit peu tout à l'heure. Si même moi, je peux rajouter un petit peu sur les Padres, quand on regarde le line-up. Le line-up, c'est Diamond Dynasty, il y a même 10 de choses. On voit Tatis Junior, Arraez, Machado. Même Higashioka a mis son petit grain, a mis le pétard sur le Game 2 pour faire partir un peu la flamme au niveau des home runs et a fait scorer. Derrière, on est sur du une très bonne équipe, quoi. Mais en face, c'est les Dodgers, c'est Shohei Ohtani, c'est Mookie Betts, c'est très dur. Freddie Freeman, Will Smith. Joueurs, en fait, là, la rencontre Dodgers-Padres, c'est ni plus ni moins qu'une rencontre presque All-Star. Enfin, c'est du All-Star Game, quoi. C'est ça. C'est la finale avant la finale, quoi. Même si, ça se verra jamais, hein, mais c'est une très grosse affiche que je pense qu'on nous conseillons de suivre, même si on va dire que c'est dommage qu'ils se rencontrent aussi tôt dans la post-season, en fait, je pense. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Julien, toi? Tu aurais aimé voir un peu ça en championship ou pas? Ouais, ça aurait été sympa de les voir en championship, mais c'est bien que ça arrive là. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et c'est le but des playoffs. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est en tout cas en attaque, c'est deux équipes, c'est digne d'un All-Star, mais c'est de la même. J'ai envie de dire. Et puis, je reviens sur les Padres, mais c'est intéressant parce que en regardant, j'ai eu l'impression que même les rookies là-bas se mettent au diapason. Et Jackson Merrill, j'ai eu l'impression de voir un joueur, même s'il n'a pas fait de grosses pertes, mais j'ai eu l'impression d'avoir un joueur qui avait l'expérience de 5 années en MLB déjà, tu vois. Il était, c'est pas un vétéran non plus, mais un joueur qui avait déjà de l'expérience. Jurickson Profar, c'est au top. Mon seul point que j'avais, c'était de me dire ce qu'allait donner Cronenworth en seconde base, et ça a été. C'est toujours un peu compliqué avec ce joueur. Autant il peut te sortir des matchs. Oui, en défense, il sera vraiment très bon et même en attaque, autant parfois il peut passer à côté, quoi. Et pour aller sur les Dodgers, c'est une attaque de folie. C'est une attaque de folie. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Le comment? À faire, je crois que les Padres sont peut-être plus complets en termes d'équipe, attaque, défense que les Dodgers. Parce que les Dodgers, il y a ce problème en pitching, dans la rotation, qui a été vraiment épuisé par les blessures. Qu'est-ce que ça va donner sur ce match-là, enfin sur cette série-là, face à une équipe qui est similaire en attaque, en tout cas. Par contre, il va pas. Ce qui peut les sauver, c'est d'avoir une grosse attaque. Pour Los Angeles, c'est d'avoir une grosse attaque. S'ils arrivent à scorer 8, 9, 10, 10 runs, entre 8 et 10 runs, ils vont gagner le match. C'est sûr et certain. Par contre, s'ils sont limités, si leur attaque est limitée, c'est clair que les Padres vont passer au-dessus. Et je pense que le pitching des Padres est capable de les limiter. On ne fera pas de shutout, ça c'est clair. Mais je pense qu'ils peuvent les limiter à 4 ou 5 runs et sans paniquer. Parce que ce qui est bien finalement quand tu affrontes ce genre d'équipe, c'est de te dire que tu peux passer à avoir un pitcher qui va prendre 2 runs, va pas le plomber en lui disant va pas le sortir, ou etc. C'est j'ai envie de dire presque monnaie courante quand tu rencontres les Dodgers. On a sur la confrontation, et tu me l'avais souligné, un petit changement
Sur les partants du début donc du Game 1, alors on a Dylan Seaiz qui va commencer contre Yoshinobu Yamamoto. Un beau duel. Beau duel. Ouais, et ouais, ça a été changé. Je crois que Flaherty, il a changé, il a switché entre Flaherty et Yamamoto. Ça veut aussi dire ce que ça veut dire. C'est qu'on parlait des problèmes de blessures des pitchers. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est en meilleure forme actuellement ou est-ce qu'il veut préserver encore Flaherty sur un match? Ouais. Petit point infirmerie pour te mettre un petit peu au diapason. Chez les Padres, on a Joe Musgrove qui a quitté sur le Game 2 sur blessure. Ouais, il est en day-to-day et il pourrait revenir au niveau du 8 octobre prochain. Et du côté des Dodgers, on a beaucoup de retours estimés au 5 octobre. Alors je cite, en day-to-day, on a Freddie Freeman, Miguel Rojas et Kevin Kiermaier. Eux, ils sont en day-to-day. Et après, on a 60 jours de blessure. Rendez-vous le 5 octobre aussi pour eux, mais bon, ça, j'y crois pas trop. Peut-être qu'ils vont revenir en douceur. Tony Gonzolin et Connor Brogdon. Voilà. Une petite infirmerie quand même fournie chez les Dodgers, là. Ouais, c'est clair. Avec des joueurs quand même clés. Alors, eux, ils ont l'avantage, c'est d'avoir... une équipe B. Hein, ouais, c'est ça. Une équipe à plus... Mais après, je pense que ouais, les blessures qui peuvent, parce qu'ils sont en day-to-day, qui peuvent être préjudiciables, alors certes au pitching, mais je vais plutôt me baser là sur le line-up et la défense. Freeman et Kiermaier, ça peut être embêtant. Kiermaier, pas au bâton, parce que voilà, il est défense. Mais en défense, il fait très bien le taf et il complète. Et puis ça fait du bien, c'est surtout que ça a pu soulager un petit peu cet outfield. Freddie Freeman, ouais, ça va être embêtant. Ça risque d'être embêtant parce que pour le coup, je pense que là, pour le coup, ouais, ça va être plus ennuyeux. Ouais, c'est ça. Même si devant, enfin, il y a encore, il y a du monde encore devant et il y a du monde aussi derrière, mais ça peut être un peu plus gênant parce que je pense qu'il manque un peu de profondeur sur la première base. Mais il y a Kike Hernandez qui fera le taf. Il fera le taf en première base. Il fera le taf. Et voilà, c'est un joueur qui, pour moi, est sous-coté. Alors, c'est pas un titulaire indiscutable, mais c'est ce genre d'utility player dans l'infield qui a toujours besoin de lui. Ouais. Qui, pour le coup, est indispensable à cette équipe des Dodgers. Et même si, oui, c'est pas des statistiques extraordinaires au bâton, etc., mais c'est un joueur qui fait le taf, c'est un joueur d'équipe. Et ouais, et du coup, il faut pas qu'il y en ait d'autres qui se blessent, parce que dans ce cas-là, ça devient un peu plus compliqué. Ça serait compliqué pour les 5 prochains matchs, ouais, effectivement. C'est ça. Après, la blessure de Freeman, pour revenir dessus, n'a pas l'air non plus... Enfin voilà, c'était une entorse de la cheville. C'est plutôt classique, on va dire, et bien géré. En effet, il peut être là pour le match de samedi. Donc, ouais. Ça devrait être jouable. C'est plus pour les lanceurs où j'ai un peu de... C'est là où ça pêche, parce que vraiment, ils ont utilisé beaucoup de lanceurs. Flaherty, ce serait bien qu'il soit en forme et qu'il soit sur sa saison D3 et pas sa saison des Dodgers. Donc voilà, à voir. À voir, exactement. Voilà, on a fait le tour des Division Series. Si j'avais un petit classement à faire, et je te laisserai la parole aussi pour toi, des séries à regarder, je mettrais en premier Detroit Tigers contre les Cleveland Guardians. En numéro 2, c'est compliqué, je mettais numéro 2 ex-aequo, allez, je ne me mouille pas. Phillies Mets, San Diego Padres contre les Dodgers et en dernier les Royals contre les Yankees. Ouais, moi je vais le faire, je vais faire à peu près un peu autrement. En premier, moi je mettrais pour l'ambiance, pour la tension, pour l'énergie. Si vous voulez voir un match musclé qui va sentir la testostérone, il faut regarder Phillies Mets.
Si vous voulez un match de baseball où le pitching et le management et vraiment l'aspect tactique du jeu vous plaît, il va falloir regarder Tigers Guardians. Si vous aimez l'attaque, si vous aimez le spectacle, si vous aimez les home runs, si vous aimez quand ça tape, regardez Padres Dodgers. Et puis si vous aimez les Yankees et les Royals, regardez Royals Yankees. Voilà tout ce que je peux te dire. Et non, j'ai hâte de voir. Honnêtement, je suis très impatient de voir la confrontation entre les Mets et les Phillies. Il y a eu une hype quand même sur ce match-là. Il y a eu une hype, vraiment. Et je suis impatient aussi de voir mon équipe jouer, bien entendu. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu les Guardians, mon impatience aurait été sur Phillies Mets. Ça marche, Julien. On rappelle que les matchs de Division Series, ça commence dès ce samedi en début de soirée heure française et ça se poursuit dans la nuit, donc en fin de nuit. Vous aurez bien entendu les résumés des rencontres sur le site de TFA et sur l'application de TFA, soit par Nico, soit par Julien, soit par moi-même. On vous prévoit des petits résumés sympas des matchs de la nuit. On va aussi vous faire, comme là, donc à la fin des Division Series, un petit débrief des matchs et parler des Championship Series à venir. Voilà le programme pour la post-season MLB. N'oubliez pas surtout de télécharger, si vous n'avez pas fait, l'application TFA ou aussi de mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu sur les plateformes de streaming pour le podcast The First Pitch. Julien, je te souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end baseball. Merci, toi aussi, ça va être bon. Des nuits courtes, mais des nuits de folie à vibrer sur notre canapé avec une tasse de café à regarder ces belles équipes jouer. Voilà. Ouais, ça va être bien. Un bon week-end en perspective. Un bon week-end, c'est ça. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. C'était The First Pitch par TFA. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. À plus, ciao.